Alors, bonjour, David Makowski, donc je travaille à INRAE, je suis basé sur le campus de l'Université Paris-Saclay. Mon travail, c'est d'analyser les données pour répondre à différentes questions, souvent assez opérationnelles. Il y a l'agriculture, l'environnement, la sécurité sanitaire. Et je vais vous expliquer, essayer de vous expliquer en quelques minutes l'importance de collecter, archiver correctement, partager des données dans le contexte de la lutte contre les bioagresseurs. Alors, je vais illustrer mon propos avec différents types de données. D'abord des données issues d'expérimentation, ensuite des données issues d'enquêtes et de plans de surveillance, et puis je vais vous parler du rôle croissant de l'analyse d'image avec tous les aspects prometteurs, mais aussi les risques associés à ça. Alors je commence avec l'expérimentation. Alors voici un exemple d'expérimentation très simple, mais très efficace. Donc vous avez un contrôle non traité, vous avez des traitements, des parcelles traitées, réalisées dans des conditions aussi homogènes que possible, en utilisant un plan d'expérience orthodoxe et des répétitions. Et avec ça, vous pouvez répondre à pas mal de questions différentes. Alors évidemment, vous allez collecter des observations sur le non traité, vous allez collecter des observations sur la partie traitée, et avec ça, vous pouvez quantifier l'effet du traitement. Et en fait, ça, c'est très utile pour plein de choses, et notamment d'ailleurs pour nos amis assureurs, puisqu'ils vont pouvoir évaluer l'efficacité des traitements sur différentes quantités, en particulier sur les rendements. Alors évidemment, faire une seule expérimentation à un endroit une année, c'est intéressant, mais pas si intéressant que ça quand même. Pourquoi ? Parce que il y a énormément d'hétérogénéité, comme vous le savez. Ça, les agronomes, ils sont très au courant de toutes les sources d'hétérogénéité qui peuvent jouer là-dessus. Donc ce qu'il faut, c'est des expérimentations sur plein de sites, plein d'années. Et avec ça, on peut commencer à faire des choses, on peut estimer des effets, et on peut aussi analyser les incertitudes. Et en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le but d'une analyse de données, c'est pas forcément de donner un chiffre unique, c'est beaucoup de quantifier, d'analyser les incertitudes, donc de fournir une information sur ce qu'on ne sait pas en fait. C'est beaucoup ça l'intérêt. Alors, un exemple d'actualité, alors il y a plein d'exemples, mais celui-ci, il est vraiment d'actualité. Donc, on va s'intéresser à la betterave sucrière, à la lutte contre la jaunisse qui est transmise par un puceron. Donc, évidemment, on a beaucoup parlé des néonicotinoïdes, donc tout le monde dit les néonicotines c'est super, on va pouvoir maîtriser à fond la maladie avec. Et manque de bol, on l'interdit, et la question c'est qu'est-ce que je fais à la place d'utiliser les néonicotinoïdes ? Eh bien, avec des expérimentations, on peut essayer de répondre, au moins partiellement, à ce type de questions. Donc là, on va appliquer un traitement, on va mesurer ici les pourcentages de feuilles avec des symptômes de jaunisse, et on va pouvoir quantifier comme ça l'effet du traitement sur la jaunisse et son efficacité. Donc là, je prends un exemple, 64 expérimentations réalisées dans différentes régions en France, mais aussi en Belgique et aux Pays-Bas, qui testent 14 traitements différents. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient ce genre de graphique. Donc, sur l'axe des X, vous avez le pourcentage de réduction des symptômes de jaunisse. Donc, quand c'est positif, ça veut dire qu'on réduit beaucoup en fait les symptômes. Si on est à 100%, ça veut dire qu'on a une efficacité maximale. Et sur l'axe des Y, vous avez plein de traitements. Donc, les premiers, c'est le top, là tout en haut, donc les plus efficaces, sont deux traitements chimiques qui ne sont pas néonicotinoïdes. Le troisième, là, que j'ai mis en rouge, la THM, c'est un traitement néonicotinoïde. Donc, vous voyez, il a une efficacité d'à peu près 90%, à peu près équivalent au traitement non néonicotinoïde chimique. Donc vous voyez, vous avez des barres d'erreur, donc on ne sait pas exactement quel est le pourcentage, mais c'est plutôt élevé. Et ensuite, vous avez 3 traitements en bleu ici, qui sont des approches plutôt type agroécologique. Ce sont des plantes compagnes, donc hôte, ça veut dire avoine en anglais. Donc là aussi, ça marche plutôt bien. Ça marche un peu moins bien que les traitements chimiques, mais ça marche quand même plutôt moins bien, plutôt pas mal. Évidemment, ce qui ne marche pas bien, c'est tout ce qui est en bas, là, donc efficacité assez faible, avec beaucoup d'incertitudes. Les barres d'erreur couplent 0, donc ça veut dire que même pour beaucoup de ces traitements, on ne sait même pas si c'est efficace ou pas. Et tout en bas, vous avez aussi une autre plante compagne qui est fababine, donc en fait une légumineuse qui, dans ce cas-là, ne marche pas très bien. Alors là, c'est sur les symptômes, mais évidemment, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les rendements. Donc est-ce que ça marche sur les rendements ? Et c'est très utile, en fait, de mesurer les rendements sur ce genre d'essai. Et bizarrement, il n'y a pas tant de gens que ça qui mesurent les rendements sur ce genre d'essai. Genre, je ne sais pas exactement pourquoi. Souvent, on s'arrête avant la récolte. Et ça, c'est pas une bonne idée. Et on va voir pourquoi. Parce que quand on
on a des essais avec les rendements, eh bien, on peut regarder l'efficacité des traitements sur les rendements. Et alors, donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, vous avez les traitements chimiques qui apparaissent plutôt en haut, hein, donc ils augmentent pas mal les rendements par rapport à un témoin non traité. Et en bas, vous avez l'avoine qui se retrouve plutôt mal classée sur les rendements. Pourquoi ? Parce que justement, il rentre en compétition avec la betterave et donc il pénalise le rendement à un niveau à peu près similaire à celui de la jaunisse. D'où l'importance de mesurer les rendements, hein, donc d'aller jusqu'au rendement et de ne pas s'intéresser qu'aux symptômes. Alors évidemment, il y a des méthodes pour limiter ce problème, hein, notamment se débarrasser en fait de la plante compagne en cours de saison. Donc avec un herbicide graminé, on arrive à se débarrasser de l'avoine, ce qui revient en gros à remplacer en fait un traitement chimique contre les pucerons par un herbicide graminé. Donc après, il faut peser le pour et le contre, mais en tout cas, c'est ce que révèle ce genre d'analyse. Alors, souvent on se dit oui, les essais c'est sympa, mais en fait on teste vraiment des choses très simples, genre un traitement contre un autre, etc. etc. Mais en fait c'est pas vrai, les essais peuvent être aussi utilisés, les essais expérimentaux factoriels, hein, peuvent être aussi utilisés pour évaluer des stratégies de traitement. Donc on prend deux parcelles, une stratégie 1, une stratégie 2, et je vais illustrer ça avec les outils des décisions. Donc d'ailleurs Marc en a présenté un tout à l'heure, hein, donc on peut en fait avoir une parcelle qu'on traite avec une stratégie calendaire, donc avec des dates de traitement fixes, et une autre parcelle où on va traiter seulement si l'outil nous recommande de traiter. Donc on mesure les incidences de maladies, les rendements, etc. Et puis on peut regarder effectivement ce qui marche le mieux. Donc ça a été fait aussi dans plein d'expérimentations. Donc des gens qui ont récupéré en fait les données de ces différentes expérimentations, qui couvrent en fait plein d'outils de décision différents, différentes cultures, différentes maladies, etc. Et ils ont essayé de quantifier l'intérêt d'utiliser ces OAD pour raisonner les pesticides. Donc ça donne des résultats assez intéressants. Là sur ce graphique, vous avez l'incidence de la maladie, hein, donc le pourcentage de plantes attaquées. Vous avez le nombre de traitements, l'incidence de la maladie, donc la barre, le box plot gris en haut, là, c'est l'incidence des maladies sur les parcelles non traitées. Donc vous voyez, c'est très variable, mais c'est plutôt assez élevé si on prend la valeur médiane, qui est la petite barre au milieu du rectangle. Et quand vous regardez les traitements calendaires et les incidences avec les outils d'édition, vous voyez, c'est beaucoup plus bas. Et en gros, les box plots, traitements calendaires et outils de la décision sont très très proches. Donc en gros, les deux stratégies sont plus ou moins autant efficaces pour réduire l'incidence des maladies. Quand on regarde le nombre de traitements phyto associés à ces deux approches, le traitement calendaire et l'OAD, on voit que là, pour le coup, c'est assez différent. Si vous prenez les traitements calendaires, vous voyez le nombre de traitements médians ici, c'est, disons, 9. Et si vous prenez l'outil de la décision, c'est moitié moins. Hein. Donc, en fait, en gros, avec ce genre d'analyse, on montre qu'on a des niveaux d'incidence assez similaires avec les deux approches calendaire-OAD, mais un nombre de traitements beaucoup plus bas avec l'utilisation d'un OAD par rapport à une stratégie calendaire. Encore une fois, c'est une synthèse de plein d'essais couvrant plein de situations différentes. Je passe rapidement à un autre type de données, les données issues d'enquêtes et de plans de surveillance, avec un exemple. Ça, c'est en fait des données issues de la région de Bordeaux, hein, que Marc connaît bien aussi. Donc, c'est des réseaux, d'observation, des dates d'apparition du milieu de la vigne, différentes années. Donc là, je présente 2 années un peu contrastées, 2011 et 2015. Donc la couleur, en fait, c'est la date d'apparition du premier symptôme de mildiou. Donc on voit que en 2011, alors il y a 2 cartes à chaque fois parce qu'il y a les plantes et puis les grappes. Donc à gauche, c'est les plantes et à droite, c'est les grappes. Donc vous voyez, par exemple, si on prend les grappes, en 2011, on a des apparitions plutôt autour du mois d'août, alors qu'elles étaient beaucoup plus précoces en 2015. Hein. Donc avec ce genre de données, on peut développer des modèles. On peut développer des modèles prédictifs qui vont, dans ce cas-là, nous prédire la date d'apparition des premiers symptômes du mildiou. Donc si on a beaucoup de données, on peut calibrer des modèles plus ou moins complexes qui vont nous prédire plus ou moins précisément les dates d'apparition du mildiou ici de la vigne. Donc là, sur ce graphique, un exemple de sortie de modèle. Hein. Donc vous avez la prédiction de la proportion de plantes sans symptômes à l'échelle de la région de Bordeaux. Donc quand c'est en haut, ça veut dire que quasiment aucune plante n'est attaquée par le mildiou. Et puis quand on tend vers 0, ça veut dire que quasiment toutes les plantes sont attaquées par le mildiou. Vous avez 2 courbes qui correspondent aux prédictions sur les 2 années. Donc vous voyez bien qu'en 2015, les dates prédites sont plus précoces. Hein. Et vous avez encore une fois un intervalle de confiance qui vous permet de juger de la précision ou de l'imprécision du modèle. Donc encore une fois,
une attention particulière à porter aux incertitudes. Dernier point que je voulais évoquer dans mon exposé, c'est le rôle croissant de l'analyse d'image dans tous ces types d'expérimentations et d'enquêtes. En fait, il y a eu une révolution quand même ces dernières années sur l'analyse d'image en général, appliquée au diagnostic de maladies en particulier. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de dire si oui ou non on a une feuille avec un symptôme. Ça permet de détecter la zone de la feuille qui est attaquée et ça permet aussi de préciser quel est le type en fait de maladie attaquée par la feuille. Alors ça peut se faire à l'échelle d'une feuille, ça peut se faire à l'échelle d'une plante, ça peut se faire à l'échelle d'une parcelle, ça peut se faire à l'échelle d'une région et ça se fait même avec des analyses d'images satellitaires à l'échelle de pays, de continents, voire à l'échelle mondiale. Alors pas forcément sur les maladies, mais d'une manière générale, les analyses d'images sont utilisées de plus en plus, soit pour faire du diagnostic, là c'est plutôt à des échelles qui ne dépassent pas l'échelle de la parcelle, soit pour faire des projections en fait de production, et là ça peut atteindre des échelles très très larges. Alors pourquoi il y a une révolution ? Parce que pour deux raisons. Un, les images sont beaucoup moins chères qu'avant. Et deux, en fait, il y a eu une révolution technologique au niveau de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, qui en fait a développé des architectures en fait de modélisation qui fonctionnent beaucoup mieux qu'avant, qui coûtent cher en temps de calcul, mais qui sont maintenant accessibles même avec des ordinateurs commerciaux relativement standards. Alors c'est très puissant, potentiellement le champ d'application est très vaste, mais attention, il y a un gros bémol, c'est qu'il faut beaucoup de données. Si vous voulez mettre en place un outil de diagnostic de maladie sur des feuilles par exemple, il faut énormément d'échantillons de feuilles avec des labels, donc on dit ça c'est une maladie, ça c'est pas une maladie, c'est telle maladie, etc. Donc, mais c'est pas 100 images qu'il faut, c'est des milliers d'images qu'il faut pour que l'outil ait une petite chance d'être précis. Donc il faut collecter des milliers d'images, les labelliser, ça coûte cher parce qu'en général le diagnostic initial pour mettre en place, entraîner le modèle, il est fait avec des experts. Et en fait il faut le tester au cas par cas parce que ça peut marcher dans certains cas et mal marcher dans d'autres. Voilà, donc pour résumer, les données c'est une matière première incontournable. Il y a des données issues d'expérimentation très utiles pour hiérarchiser les méthodes de lutte sur leur efficacité, mais également pour évaluer la performance d'outils de la décision. Des données issues d'enquêtes et de plans de surveillance très utiles pour développer des outils prédictifs, pour prédire des pics d'épidémie, et aussi pour étudier des conséquences de changements de stratégie de lutte à différentes échelles. Et enfin, le rôle croissant de l'analyse d'image, qui ouvre en fait des champs d'application très vastes, mais il n'y a pas de miracle. Si vous voulez que l'outil de diagnostic fonctionne, il faut vraiment collecter des masses de données très importantes, les archiver, les étiqueter correctement, etc. Merci. Merci David.